Je vais ici. Bonjour tout le monde. Bon, vous m'avez sans doute entendu parler en off, mais voilà, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission de Vers l'infini et l'au-delà, qu'on va peut-être renommer d'ailleurs à partir de la semaine prochaine Vers l'écologie et l'au-delà, parce que finalement c'est quand même ça notre horizon, l'écologie. J'ai l'immense bonheur d'accueillir ce soir autour de ma table deux femmes que j'admire, mais alors vous n'imaginez même pas. Camille Etienne, qui est une activiste du climat et des justices sociales, et elle va vous dire à peu près tout ce qu'elle fait dans la vie, et à chaque fois c'est très impressionnant. Bonsoir Camille. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ah bah, c'est un bonheur de t'avoir là. Et Lorraine Lolo, qui a créé Cité des Chances. C'est ça, co-créé. Co-créé Cité des Chances. Oui, mais quand même, bien créé. Bien créé Cité des Chances. Et ce soir, on va parler justice, on va parler radicalité, on va parler ambition, on va parler des jeunes, on va parler de l'engagement. Et on va essayer de comprendre comment on fait bouger cette société qui se crispe quand même beaucoup sur ses privilèges, et notamment une partie de cette société qui ne veut pas lâcher son petit SUV, même si la vie de ses enfants est en jeu. On va interroger tous ces ressorts-là pour comprendre un peu comment on fait bouger les choses et comment, à la fin, on fait en sorte d'éviter le mur du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité, en fait, tout ce qui nous menace à assez court terme, quand même, on peut le dire. Ouais, quand même, ouais. Alors, je vais commencer par une question avec toi, Camille, parce que c'est un mot qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un mot que j'adore, que tu utilises. On n'est pas nombreux et nombreuses à l'utiliser dans le débat politique, mais toi, tu l'utilises souvent. C'est le mot radicalité, et j'aimerais vraiment que tu nous dises, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire la radicalité, pourquoi tu utilises ce mot-là, et quelle utilité pour toi il a dans le débat politique. C'est intéressant comme question. La radicalité, même pas que pour moi, l'essence du mot, ça veut dire aller à la racine du problème. Donc c'est fondamentalement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire aller à la racine des choses, se poser les questions de qu'est-ce qui est immuable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et pour moi, quand on revient à la racine même justement du problème écologique, c'est qu'on a confondu ce qui était une réalité et ce qui était une fiction. C'est-à-dire que les limites planétaires, le fait que extraire des énergies fossiles crée du gaz à effet de serre qui met en danger notre propre existence, nos conditions de vie sur Terre, ça, ce sont des réalités. Voilà, c'est des choses contre lesquelles on ne peut rien faire. C'est-à-dire que je vais parler, là, ça ne va rien changer à ce qui va se passer dans le CO2. À la limite, je vais peut-être en émettre un petit peu en respirant, c'est tout. Par contre, tu aurais respiré même sans parler. Voilà, donc finalement, c'est vrai. Donc, ça ne parle pas du tout. Et ça, c'est des réalités. Et on a pris ça pour quelque chose qui est un récit, une idéologie, une religion, comme si, voilà, il y en a qui croient au dérèglement climatique, d'autres qui pensent que, d'autres qui sont écolos, comme si c'était un hobby du dimanche ou du vendredi en l'occurrence. D'ailleurs, j'ai vu que Valeurs Actuelles aujourd'hui, par exemple, faisait sa une encore sur vérité sur le réchauffement climatique. Voilà, comme s'il y avait plusieurs vérités. Voilà. Là où, en fait, précisément, c'est quelque chose qui est immuable, quelque chose qui existe et qui est une réalité. À l'inverse, un récit, on a besoin des récits pour faire société, on a besoin d'un récit économique, d'un récit politique, mais ça, ce sont des choix, ce sont le fruit des choix. Et quand on regarde dans l'histoire, dans d'autres sociétés, il y a plein d'autres choix qui ont été faits. Et donc, nous, à chaque fois, moi, en tant qu'activiste, je me prenais des murs, on me disait « Non, mais tu sais, mais t'es bien mignonne, mais on ne peut pas faire autrement que le capitalisme. C'est une grande machine. Voilà, c'est un paquebot difficile, il y a une inertie. » Et là, paf, une pandémie mondiale. D'un coup, en 24 heures, on cloue des avions au sol, on empêche l'entreprise de produire. Donc, c'est bien une question de volonté politique. Et c'est pour ça que ce mot radicalité, pour moi, il résume tout, parce que ça veut dire aller à la racine des choses, se poser qu'est-ce qu'il y a derrière les mots, ces mots qu'on utilise comme des dogmes, mais qui sont en réalité toujours questionnables. Et ça dépend de nous, les gens, en fait, réellement, de décider. Et qu'en tant que société, qu'est-ce qu'on veut mettre derrière ce mot liberté ? Est-ce que c'est la liberté de respirer un air pur, ou est-ce que c'est la liberté de manger 3 steaks par jour ? Moi, j'ai choisi ma liberté. Et surtout, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Et en l'occurrence, quand on mange 3 steaks par jour, eh bien, on menace un tout petit peu la liberté des autres de vivre sereinement et dignement sur cette planète. Avant de te passer la parole, Lorraine, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui disait c'est Amo Clofer, je les comprends, c'est plus utile un SUV qu'un enfant. Je sais pas. Je sais pas si on peut dire ça comme ça.
aussi brutalement. Qui mange des steaks au petit déjeuner. Qui mange des steaks au petit déjeuner. Il y a des œufs avec du bacon dedans. Il y a des possibilités de manger de la viande, même on n'y pense pas. Dans des il y a plein de gens qui trouvent. Aucun souci. Qui mangent de la viande au petit déjeuner. Lorraine, alors toi, tu as créé Cité des Chances. Alors, Cité des Chances, tu vas nous décrire quand même un tout petit peu ce que c'est. Et puis surtout, comment tu veux faire la révolution. Parce que toi, quand on t'entend, quand on t'écoute, en fait, on voit clair dans ton jeu. Lorraine, c'est-à-dire qu'en fait, tu veux faire la révolution et tu veux que les jeunes s'engagent en politique. Alors, vas-y, explique-nous. Bah, en gros, Cité des Chances, c'est une asso. On existe depuis 2018. Là, on fête notre anniversaire ce samedi, d'ailleurs, à l'Académie du Climat. Si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus. Donc, en gros, nous, notre but, en fait, c'est de faire en sorte que les jeunes de quartier populaire s'engagent dans les affaires publiques et s'y intéressent. Parce qu'en fait, on a constaté avec Brandy Boloko, le cofondateur, que on était un petit peu seul dans les réunions publiques, on était un petit peu seul parfois même dans les médias, etc. Comme jeunes qui viennent de banlieue. Et en fait, souvent, on parle des jeunes de banlieue, mais on parle pas avec eux et on parle pas. On leur donne pas la parole. En fait, on les essentialise vachement, surtout. C'est ça. Jeunes de banlieue. C'est les jeunes de banlieue, voilà. C'est exactement ça. Et nous, on s'est dit, non, nous, on a vécu là-bas, on sait qu'il y a des récits divers, et c'est juste que il faut qu'il y en ait plus, il faut qu'on nous entende plus. Donc, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est des actions dans les lycées. On va créer ce qu'on appelle un parcours citoyen de la seconde à la terminale, où on commence par des ateliers éloquence, du coup, sur un sujet d'actualité qu'ils choisissent. Donc, souvent, on a l'écologie qui revient beaucoup, on a le harcèlement scolaire, on a les inégalités femmes-hommes, enfin, on a vraiment plein de sujets hyper intéressants. On les accompagne à écrire ce discours et à le porter du coup pendant 5 minutes sur scène. Ensuite, en première, on a la simulation parlementaire. Du coup, en fait, le but, c'est de jouer le rôle de député, de journaliste, de lobbyiste, d'associations citoyennes, de commission des lois, d'experts et experts scientifiques. Donc, il y a vraiment en fait, c'est une sorte d'éducation populaire à la démocratie. C'est exactement ça. Mais sauf que nous, on y tient vraiment à ce que ce soit par la pratique. C'est pas genre, on va vous expliquer, alors ça fonctionne comme ça, et la navette parlementaire. Non, vous allez le simuler pendant 6 semaines et vous allez voir, en fait, de vous-même comment ça fonctionne. Donc ça, on fait ça dans les lycées, de banlieue. En terminale, on finit par des visites d'institutions, du coup, Assemblée nationale, Conseil régional, Sénat et compagnie, et des rencontres avec les élus pour leur poser toutes les questions possibles et imaginables. On a souvent, pourquoi vous êtes sur vos téléphones? Pourquoi vous n'êtes pas à l'Assemblée, etc. Pourquoi vous gagnez 7 000 €, etc. C'est assez marrant à chaque fois comme question, mais ça permet de recréer un dialogue et aussi de dire, c'est chez nous, en fait, ces institutions, donc pourquoi on... Et est-ce que ça marche? Est-ce que ça les amène à la politique? Franchement, ouais. En fait, le truc, est-ce que ça les amène à une politique comme on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec des partis politiques, etc. Ou est-ce que ça les amène à une autre manière de faire de la politique? Avec les partis, c'est autre chose. Déjà, moi-même, aujourd'hui, je n'ai pas de parti, parce que j'ai mon rapport au parti. On pourra en parler plus tard, si vous voulez. Mais en fait, ce qu'on constate, en tout cas, c'est qu'il y a vraiment un avant et un après. C'est-à-dire qu'au début, ils se disent mais déjà, la politique, ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi, j'ai besoin d'être expert ou experte pour pouvoir en parler, etc. Et en fait, après, en fait, ils se rendent compte, si j'ai des arguments, j'ai un avis, etc., je peux le porter, je sais comment le faire valoir, du coup, parce qu'ils ont simulé plein de rôles, on leur explique le fonctionnement de plein d'institutions. Donc ouais, il y a clairement un avant et un après. Et même là, c'est dans le cadre du lycée, mais on a aussi une autre action qui s'appelle la Cité à voter, qui est là, en fait, aller directement dans les quartiers, dans les grecs, dans les pizzerias, dans les locaux d'associations, etc., directement dans les quartiers populaires, débattre, en fait, tout simplement de, là, en l'occurrence, la présidentielle et les législatives qui arrivent, de qu'est-ce qu'on veut comme société demain, dire, vous avez votre mot à dire, et recréer, en fait, ce dialogue avec les personnalités politiques. Donc là, en fait, le truc incroyable, c'est que tant qu'on ne demande pas l'avis des gens, ils en ont pas, et quand on leur demande, en fait, ils en ont un. C'est exactement ça. C'est pas mal. C'est exactement ça. Et qu'on pourrait s'en inspirer beaucoup dans la manière dont notre démocratie fonctionne. Là, je vais vous poser à toutes les deux une question qui fâche un peu, mais après, on revient sur l'écologie, les questions sociales, etc. Mais ça représente quoi pour vous, un parti politique? Et est-ce que vous pensez que c'est vraiment là qu'on peut faire de la politique ou pas, en fait? Je te laisse commencer, non? Comme tu veux. Vas-y. Pour moi, un parti, ça représente une histoire. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans quelque chose qui s'est passé avant nous, des victoires, des défaites, des luttes, des scandales, des gens, beaucoup de gens. Donc pour moi, un parti, c'est d'abord une histoire qu'il faut assumer, qui peut être une force.
c'est des gens aussi derrière, une base de militants qui vont décider jour et nuit. Enfin, il y a des gens extrêmement motivés, je peux voir ça, qui vont être là pour servir le propos. Et est-ce que c'est la manière ou pas de faire de la politique ? Moi, je pense que la politique, on doit la voir comme quelque chose de beaucoup plus large. Et encore une fois, revenir à la racine. J'apprends un tout petit peu de philo et c'est le seul truc qui me reste. C'est ça, c'est le côté d'aller tout le temps au fond des choses et de se dire, la politique, à la base, ça vient de police. Pas la police comme on la pense, mais dans le sens gestion de la cité. La cité, en fait, aussi, c'est nous. Et c'est comment est-ce que nous, on décide d'habiter le monde ? Comment est-ce qu'on décide collectivement d'être ensemble, d'être vivants ? Et ça, c'est la politique. Et cette politique a besoin aussi de contre-pouvoir. Et c'est très important, peu importe la personne qui sera élue, on a besoin de contre-pouvoir pour avoir cette espèce de garde-fou. Donc, moi, j'ai l'impression de faire de la politique à fond. Pourtant, je ne suis pas encartée dans un parti. Je te confirme. Voilà. Et je pense que c'est très important de garder ça. Les partis sont nécessaires aujourd'hui. Ce n'est pas la seule manière de le faire, ça c'est certain. Je pense que notre génération, encore une fois, je fais très attention, j'aime pas trop parler de génération comme si on était une génération toute d'accord. C'est absolument pas le cas. Mais en tout cas, je pense que notre expérience de la politique est un peu différente et qu'on va voir des partis qui vont se remodeler. On le voit là dans le liste de ce qui s'est passé aussi. Ça fait la deuxième élection où on n'a plus du tout... Historiquement, c'est deux gros partis, la droite, la gauche, qui vont s'alterner au pouvoir. On est dans des partis qui sont en train d'exploser, de se recomposer, de se décomposer. Et donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Allez Lorraine, t'es obligée. Alors, les partis, ça représente quoi pour moi ? Déjà, moi, je suis tout à fait d'accord avec. Il n'y a plus de contre-pouvoir, pardon. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Si, un peu quand même. Un petit peu, pas assez, mais il y a quand même des contre-pouvoirs. Moi, pour les partis, ouais, c'est une histoire. C'est un groupe de militants et militantes qui militent ensemble pour des objectifs communs. Mais moi, j'ai une vision assez négative des partis en réalité parce que, je pense c'est censuré là. Non, mais je pense que leur existence est importante et on a besoin de toute façon de partis pour faire émerger des candidatures, etc., etc. Mais en fait, je pense que pour les jeunes notamment qui viennent de quartiers populaires, on a du mal en fait avec ces espaces-là parce que c'est pas des espaces qui sont forcément conçus pour nous ou qui nous accueillent forcément super bien parfois. Et moi, j'ai beaucoup de mal. Et du coup, je préfère faire de la politique dans l'associatif parce que je trouve que on est beaucoup plus connecté au terrain, aux gens, beaucoup plus directement. On est vraiment avec eux dans leur quotidien. Et alors que dans un parti, il y a ce côté aussi de aussi vouloir conquérir une élection, etc., avec lequel je ne suis pas encore super à l'aise. Mais j'y travaille. On ne sait jamais. Écolo 2022 pose cette question. Comment inviter les jeunes à faire confiance à Yannick Jadot ? Bon, Écolo 2022, je vous propose qu'on fasse cette question à la fin du Twitch. Comme ça, on va discuter un peu radicalité et l'importance de cette... Oui, mais peut-être à la fin. Comme ça. Une très belle conclusion. Sur l'imbrication, pour vous, des questions sociales et des questions écologiques, vous saisissez ça comment ? Quels sont les mots que vous mettez là-dessus et comment vous expliquez l'intrication des deux ? Je vais peut-être commencer, sinon je spoil. Ouais, grave. Je me mouille, après c'est... T'es inspirée, vas-y. En fait, pour moi, déjà, les deux sont liés, en réalité. On parlait de comment on pense notre production, comment on pense qu'on consomme, etc. En fait, aujourd'hui, il y a des gens qui consomment moins que d'autres parce qu'ils ont pas les moyens. Ils et elles n'ont pas forcément les moyens, n'ont pas forcément accès à certaines choses. Donc... c'est aussi en fait comment on construit notre société qui fait que il y a des gens qui consomment telle ou telle chose. Et moi en fait pour moi il y aura pas d'écologie sans. Enfin pour moi en fait l'écologie et la justice sociale on peut pas les décorréler tout simplement parce qu'il y a des gens qui subissent aujourd'hui et qui vont subir beaucoup plus que les autres le réchauffement climatique. Donc pour moi on peut juste pas les décorréler en fait tout simplement. Camille ? Oui, c'est ça pour Après, je vous donnerai mon avis là-dessus. Allez. Je me permettrai. Allez. Moi, j'irais même, dans la continuité de ce que tu dis, pour moi, c'est pas la même chose, mais ça fait partie, encore une fois, de la même racine, dans le sens où
l'écologie, ça ne veut pas uniquement dire des espèces. On a défini la nature comme quelque chose un environnement, comme quelque chose qui nous environnait, qui était autour de nous et du coup qui nous excluait. Et à l'inverse de ça, l'écologie, ça veut dire comment est-ce qu'on habite le monde, donc comment est-ce qu'on habite avec d'autres espèces, comment est-ce qu'on habite entre nous aussi. Et moi, l'idée de dire on prend la société actuelle et on la met dans un monde où on tient à 1,5 degré, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a trop d'inégalités, il y a trop de raisons de s'indigner pour souhaiter ça. Et donc, c'est aussi se rappeler de qu'est-ce qui cause aujourd'hui le dérèglement climatique, qu'est-ce qui cause la 6e extinction de masse. On voit bien, les chiffres parlent, le but, c'est pas de vous mettre vous devez être au courant, mais... Si, mais redonne quelques chiffres, c'est toujours important. Les derniers rapports d'Oxfam, ils montrent bien que c'est... une petite partie des plus riches qui émet une grande majorité des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, pour l'avion, il y a 10% des gens qui ont déjà pris l'avion dans leur vie. Donc, quand on parle de législation sur la planète, quand on parle de législation sur l'avion, en fait, on se rend compte qu'on parle à des happy few. Enfin, je vous dis pas des gens qui le prennent quotidiennement, des gens qui les ont déjà pris dans leur vie. Et même, donc on a au niveau mondial, on a aussi par exemple l'Afrique, c'est 4% des émissions historiquement. Donc quand il y a des gens qui viennent dire, bah oui, mais en fait c'est la faute de... Attendez, juste... Ah bah oui, c'est la faute de la démographie. Voilà, il y a vraiment des gens qui Macron, ont l'impression d'avoir... Ouais. Donc faut mettre les choses en proportion. On parle aussi en termes de proportion, quand on parle de science, bah là, proportionnellement, à un moment donné, il faut qu'on soit capable, nous, de prendre nos responsabilités. Et moi, je dis toujours qu'avec les privilèges viennent les responsabilités. Donc d'abord, il faut les reconnaître, se dire qu'on fait partie, plus ou moins, des gens qui ont accès à beaucoup, beaucoup de privilèges. C'est pas grave, simplement, ok, on le sait, on l'accepte. Et donc, ça vient une responsabilité, c'est avoir le courage et la lucidité de regarder les choses en face. Et c'est pour ça, pour moi, que la justice sociale et climatique, elle va dans le même sens. Parce que régler la justice sociale, c'est quelque part, du coup aussi, faire peser la responsabilité sur les bonnes personnes. Et pas dire à tout le monde, bah écoutez, débrouillez-vous maintenant, il faut plus prendre la voiture du tout. Mais quand il n'y a pas le choix, moi, ma mère, elle habite pas du tout dans un endroit où il y a des transports en commun, on peut pas faire autrement. Donc en fait, d'abord... La team RERD se reconnaîtra. Voilà. Donc, beaucoup de voitures, tellement on pourrait dire plein de choses, mais j'ai hâte d'avoir ton avis dessus. Tu vas compléter. En fait, moi, c'est les deux. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux illusions là, dans la manière dont on parle d'écologie des fois, et particulièrement dans le débat politique, pas chez nous évidemment, mais dans le débat politique d'une manière générale. C'est que le réchauffement climatique toucherait tout le monde de la même manière, et clairement, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que clairement, les pays pauvres, les personnes pauvres sont plus exposées aux questions climatiques, les femmes plus que les hommes. Et donc, en fait, toutes les discriminations que l'on a dans la société se retrouvent dans la capacité à encaisser ce réchauffement climatique ou à y être exposé, première chose. Puis deuxième chose, c'est surtout la structure sociale inégalitaire qui génère en fait les émissions de carbone et le réchauffement climatique. Et donc, on ne peut pas traiter la question écologique sans s'interroger sur la structure, et c'est ce que tu disais sur les 1%. C'est Oxfam aussi qui a ce chiffre qui m'a fascinée. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que les 20 hommes les plus riches du monde gagnent autant que toutes les femmes d'Afrique. Ce qui quand même pose une petite question sur la répartition des ressources et sur l'accès aux ressources. Et donc, c'est vrai qu'il y a une forme de responsabilité différente des personnes et que, sans changer notre structure sociale, on n'arrivera clairement pas à gérer ça. Et puis, c'est fou de se rendre compte historiquement aussi comment est-ce que nous, on a construit un développement sur des ressources qui n'étaient pas toujours les nôtres. Et donc, en plus, c'est-à-dire qu'il y a une double injustice là. C'est-à-dire qu'on profite on profite finalement d'un modèle qui a déjà fait des ravages et qui aujourd'hui, notre mode de vie va mettre en danger l'existence de personnes qui n'ont absolument rien demandé, qui n'ont pas participé à ce jeu-là et qui se retrouvent aujourd'hui, pour eux, c'est une réalité, mais d'autant plus grande que la nôtre. Je travaille avec des activistes d'Ouganda. Eux, ils se retrouvent déjà déplacés à cause des pipelines de Total pour faire le pétrole que nous, on va utiliser. Et donc, ils se retrouvent à devoir quitter des terres ancestrales, à devoir avoir leur sécurité alimentaire menacée. Et c'est assez fou. Et en fait, on continue de le faire encore et encore, même si les mots sont moins... on a l'impression que ça y est, c'est réglé. C'est pas du tout le cas. Donc, encore une fois, tout ça s'imbrique beaucoup et c'est un peu la boîte de Pandore. On ouvre quelque chose en se disant
disant moi je vais être activiste pour le climat, je vais être activiste pour la justice sociale, pour les animaux. Et puis on se dit merde, en fait, il va falloir que je fasse tout parce que c'est vraiment toutes les facettes d'une même pièce à chaque fois. Il y a un documentaire en 4 épisodes qui est absolument génial et que je vous conseille vraiment de regarder, de Raoul Peck, qui s'appelle Exterminer ces brutes, qui passe sur Arte. Alors maintenant, je crois qu'il est plus en replay, mais de mémoire, ça coûte 6,90 € de les acheter les 4. Alors je sais, c'est une petite somme, mais ça vaut quand même le coup de les regarder parce qu'en 4 épisodes, il explique exactement cette question de prédation, d'inégalité et de prédation aussi vis-à-vis de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que vis-à-vis des personnes. Alors, il y a plusieurs questions dans le chat. L'écologie ne peut pas être souverainiste, sinon c'est de l'environnementalisme égoïste. Ah, ça, c'est peut-être une petite question quand même qu'on devrait peut-être un petit peu creuser. C'est cette question de pour vous, l'écologie, est-ce que c'est à l'intérieur des frontières? Est-ce que c'est international? Bon, quand tu as parlé de l'Ouganda, on connaît déjà un peu ta réponse. et comment, en fait, comment on peut parler d'écologie pour que les jeunes se sentent concernés et surtout aient envie de participer aux politiques? Parce que pour l'instant, ce qui me fascine, moi, depuis le point de vue d'où je suis, c'est qu'on fait beaucoup de politique en parlant des jeunes, mais sans jamais les associer à rien du tout. C'est-à-dire que c'est presque c'est presque une arlésienne, quoi. Allez, on va faire une politique des jeunes, politique jeunesse. Et on n'a jamais posé la question à un jeune, même pas un jeune, alors que quand même il y en a plein de différents, ce qu'ils pensent de cette politique et ce dont il aurait besoin, ou ce dont elle aurait besoin. Donc qu'est-ce qu'on il y a 2 questions, peut-être toi tu seras super pertinente sur la deuxième, si tu veux y aller maintenant. Est-ce que tu peux rappeler les questions? En fait, à partir du moment où il n'y a pas de frontières, c'est un truc, encore une fois, les fictions, la réalité. Je jure, ce prisme-là est très utile, ce paradigme est très utile pour se poser les questions. Est-ce que la frontière est... Alors oui, évidemment, nos fictions ont une réalité, c'est-à-dire que bien sûr, il y a des frontières, on sait que concrètement, on va bien le rappeler, elles sont devenues on parle de réelles. La frontière ukrainienne. Bien sûr, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on a à un moment donné décidé. Et que donc, lui, le CO2, il ne voit pas ça. C'est-à-dire que lui, pas de souci pour son passeport, il peut totalement passer. Donc, tous les autres gaz à effet de serre aussi, d'ailleurs. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas régler un problème uniquement à un endroit sans voir les conséquences que ça a ailleurs. Surtout dans un monde très mondialisé où vous allez avoir l'impression de manger un avocat ici et que donc il va falloir faire des lois autour de l'avocat en France, et factuellement il va faire partie du narcotrafic au Mexique et il va priver des populations d'avoir accès à l'eau. Voilà, c'est ça aussi que donc on ne peut pas penser de manière sédentarisée, mais en termes de communication et de comment on se pose les questions, il faut être aussi capable de balayer devant sa porte, c'est-à-dire que c'est un argument qui est beaucoup repris d'une certaine classe dirigeante de dire oui, mais alors, attendez, nous, chacun regarde un peu son bulletin de notes, comme si toute une classe devait faire un effort pour avoir la moyenne en maths, et ils se disent attends, moi j'ai 11,5, donc quand même je suis vachement bien, l'embêter celui qui a 8. Sauf que celui qui a 8, peut-être qu'avant il avait eu 75 fois 18, et que là il est juste en train de se prendre une fois une tôle. Donc il faut qu'on soit capable aussi de nous prendre nos responsabilités, et on revient sur la discussion qu'on avait sur les privilèges. On a des privilèges, et donc on a ce devoir, nous, d'autant plus montrer l'exemple, parce que quand on prend encore une fois les émissions historiques, on est les champions, et c'est pas une bonne chose d'être les champions. Et puis le souverainisme, ça renvoie quand même à l'idée qu'on ferme les frontières, qu'on est souverain en son domaine, et que non seulement le carbone dépasse les frontières, mais qu'on ne peut pas gérer et on ne gérera rien du tout en se protégeant des autres. Au contraire, il faut coopérer et travailler avec tout le monde, parce que de toute façon, c'est un problème planétaire. Clairement. Après, moi sur la question, évidemment l'écologie c'est international, ça touche vraiment tout le monde, et d'ailleurs ça touche pas tout le monde pareil, mais moi j'ai l'impression, et même pour moi en fait, que parfois c'est un peu difficile de se représenter le monde, surtout parfois quand on n'a pas assez voyagé. Et tout de suite en fait, quand on dit à certains jeunes, nous on le voit dans les débats, de dire ouais c'est un problème mondial, ils ont direct l'impression on va jamais le régler en fait, parce que là ça veut dire il faut qu'on s'accorde avec tout le monde, mais c'est impossible. Donc en fait je pense qu'il faut aussi commencer par au niveau local en fait. Moi je suis élue municipale, donc je connais bien cette question forcément, mais de se dire bon ok, déjà comment dans notre ville on consomme mieux, comment on se déplace mieux, comment on change nos modes de communication, de production, de consommation, etc. Et là en fait
ça permet en fait de se dire, ok, on peut agir. Parce que sinon, direct, on se dit, bon, on peut rien faire, on est foutu, on va tous mourir. Et ça devient assez... Il y a une espèce d'éco-anxiété, du coup, qui émerge. Donc, pour moi, il faut vraiment aussi penser d'abord local. Et je pense que c'est une échelle beaucoup plus... atteignable pour tout le monde. Mais il faut évidemment qu'il y ait plus de jeunes en politique qui viennent porter ça, y compris au niveau international, pour leur dire hey, écoutez, il y a un petit problème là. Quand même, vous allez un petit peu disparaître après, vous allez un peu mourir. Mais nous, allez, vas-y. Nous, on est là, on a encore des années devant nous et on n'a pas non plus envie d'avoir une planète un peu... sans dessus-dessous, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y a plein de questions là, mais bon, je vais passer aux questions du chat parce que sinon, après, les gens qui sont derrière ces écrans vont m'envoyer des messages en disant tu poses pas assez de questions du chat. Alors, est-ce que la vie citadine et l'écologie ne sont pas incompatibles? Et après, moi, je garde ma question pour après, du coup. Si tu as des choses à dire, ça laisse. Non, allez-y, c'est vous, les invités. Moi, je pense que oui, non, c'est-à-dire que, encore une fois, on a, genre, comme s'il y avait... que des gens qui vivent en dehors de Paris qui étaient extrêmement écolos, ce qui n'est pas forcément le cas, et l'inverse n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire qu'on a la question de l'habitat individuel, l'habitat collectif, qui fait qu'être en ville, ça peut aussi parfois permettre d'habiter dans des plus petites surfaces, de manière plus nombreuse, et donc ne pas avoir des maisons extrêmement grandes et vastes qui, du coup, artificialisent les sols. Maintenant, bien sûr, en fait... honnêtement, je ne saurais pas dire, parce que pour moi, on doit se poser la question d'un point de vue des individus et pas uniquement des classes sociales, et en fait, et pas uniquement de là où est-ce qu'on habite, parce que tout dépend des choix qu'on fait, de comment est-ce qu'on consomme, de est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite en dehors des villes, mais qui va prendre l'avion 10 fois par an, et est-ce que, inversement, quelqu'un dans une ville qui va participer à des projets de jardin collectif et être hyper à fond, tout est possible. Alors moi, j'avais fait une petite recherche là-dessus pour savoir qui polluait le plus. Et en fait, les critères qu'on retrouve corrélés avec la quantité de CO2 émise, c'est le revenu. Le premier critère, c'est le revenu. Le deuxième critère, ce sont les horaires de travail. C'est-à-dire que plus vous travaillez longtemps, plus vous avez de gros horaires de travail et plus vous avez une consommation et un mode de vie qui appelle le CO2, parce que clairement, si vous avez d'énormes horaires de travail, déjà, vous gagnez plus d'argent en général. Et puis, en plus, vous allez prendre l'avion un week-end pour aller à Barcelone pour vous détendre 48 heures et revenir après. Et donc, tous ces moins modes... cuisiner, du coup, commander... Exactement, vous allez prendre beaucoup de produits préparés, etc. Et puis, vous allez prendre plus votre voiture parce que les transports en commun sont moins accessibles sur les gros horaires. Donc, en fait, vraiment, les deux critères les plus importants, c'est le revenu et les horaires de travail. C'est pour ça que la réduction du temps de travail, par exemple, c'est vraiment crucial pour une société plus écologique. Allez, des choses comme ça. Oui, mais ça, c'est mon petit côté économiste. Alors après, le troisième critère, c'est la taille de la maison. C'est-à-dire que le troisième critère, c'est le nombre de pièces dans la maison. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Là, vous en posez plein. Il aurait été bien que les candidats aux législatives fassent des listes communes pour faire gagner l'écologie. Bon, ça, je vous propose qu'on le garde pour la fin, tout ça. Je ne crois pas du tout que Yannick Jadot prône un capitalisme vert. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Alors, justement, est-ce qu'on peut parler du capitalisme vert? Est-ce que c'est possible pour vous, un capitalisme vert? Absolument pas. C'est le moment où on fait la révolution, là, en fait. Allez-y. Voilà, absolument pas, en fait. Tout simplement parce qu'en fait, le capitalisme, il a besoin qu'il y ait des grandes inégalités entre les gens pour fonctionner. Qu'il y ait de grandes inégalités entre les classes sociales. Ça, c'est Gortz, notamment, qui le dit. Hein. Grave, parce que là, tout à l'heure, on parlait, enfin, tu disais, donc c'était 26 hommes, je crois que quelqu'un a corrigé dans le, dans le 26. Chat, gagnent plus que tous les femmes d'Afrique. Oui, en fait, le capitalisme accentue toutes les inégalités et fait en sorte de les perpétuer. On parle il faut je ne sais combien de générations pour sortir de la pauvreté, etc. Quand on vit dans un pays qu'on dit développé, en tout cas en Occident, etc. Et encore plus en France, parce qu'on a un réel problème au niveau au niveau de l'ascenseur social, comme on dit. Donc, clairement, pour moi, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Tant qu'on n'interroge pas nos modes de production, de qui a les richesses aussi, parce que forcément, il y en a qui ont les richesses, veulent les garder, et là, ils sont en train d'aller dans l'espace, peu importe comment ça pollue la Terre, et on ne sait même pas si... Enfin, je pense qu'on en a clairement pas besoin.
Donc, non, c'est juste... C'est impossible d'avoir les deux. Il faut choisir. Et au bout d'un moment... après, je sais que ça fait peur aux gens, mais un autre horizon est possible, en fait. C'est juste qu'il faut qu'on se pose la question de quelle société on veut demain et qu'est-ce qu'on peut mettre en place en dehors du capitalisme. Ça, on y va juste après, mais le capitalisme vert porte à Est-ce que si je me mets là, je vois qu'il y a des petits problèmes de son, est-ce que si je me mets là, ça sature moins? Parce qu'on parle tous les trois très fort, de manière générale, dans la vie. Donc, voilà. Ah oui, parce qu'on vous casse les oreilles, en fait. Continuez. Voilà. Donc, si c'est mieux... Ceci est Romain. Voilà. C'est lui qui organise. En fait, on ne voit jamais Romain, mais il organise beaucoup ses Twitch. Tous les Twitch que vous voyez sur cette chaîne. Les coulisses, les aléas du direct. Le capitalisme vert. Moi, un truc, il n'y a pas de briguette là. Non, mais tu l'as bien dit. J'ai surtout envie d'avoir ton avis à toi. C'est un truc qui est économiste, mais je vous casse les pieds avec mon truc de revenir à la racine. Mais c'est aussi ça, en fait, à partir du moment où on a envie, c'est aussi bête que ça, un enfant de 3 ans comprend qu'on ne peut pas faire entrer un carré dans un rond. C'est-à-dire que si on parle d'une croissance infinie, basée sur des ressources qui sont, elles, finies, ce n'est pas possible. Voilà, je suis désolée, c'est juste pas possible. Ça me fait pas plaisir, c'est juste comme ça. Point. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? On se dit, de quelle économie est-ce qu'on parle? Donc ce mot de décroissance, ça fait peur à tellement de gens, parce qu'ils ont eu l'impression qu'on allait d'un coup leur priver de toutes les choses géniales de la vie qu'ils ont pu avoir. Déjà, posez-vous la question de est-ce que vraiment vous trouvez ça génial? Quand on voit le nombre de gens privilégiés qui ont adoré le confinement, genre vraiment, donc est-ce que vous êtes super content de travailler autant et de... Voilà. Première chose, et surtout... se poser la question de une croissance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire régler les micros. Non, une croissance, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelle... une croissance de quoi, en fait? Parce que, genre, moi, le PIB, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, concrètement, une marée noire va être positif pour les points de croissance du PIB. Donc, c'est-à-dire qu'on va mesurer, prendre toutes nos décisions politiques, décisions publiques sur un indicateur qui ne mesure pas le bien-être des populations, qui ne mesure pas le niveau d'égalité, le niveau d'éducation, le niveau de paix des États. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que vraiment c'est l'horizon à travers lequel on veut donner prendre toutes nos décisions? Et moi je pense que non. Donc en fait, une fois qu'on comprend ça et qu'on se dit que ça ne mesure pas forcément les choses que l'on souhaite, et ben dans ce cas, moi je veux bien une croissance du bonheur, une croissance de toutes ces choses merveilleuses qu'on souhaite toutes et tous, mais là actuellement c'est pas le cas. Donc non, il ne peut pas y avoir de capitalisme vert. Enfin si, il y en a un, c'est celui du greenwashing principalement, mais il n'est pas en tout cas écologique, il n'est pas à mon sens souhaitable. Bon, alors là, je vais faire un petit focus, la minute économiste. C'est qu'en fait, pour l'instant, on a réussi à diminuer la quantité de carbone qu'on émettait par point de PIB. C'est-à-dire que, et donc, quand on nous vend une croissance verte, on nous vend ça. C'est-à-dire qu'on nous vend l'idée que par point de PIB, la quantité de carbone que l'on émet diminue. Donc ça, c'est vrai, on y arrive. On y arrive un peu. On n'y arrive pas beaucoup, mais on y arrive un peu. Mais par contre, on augmente tellement de PIB qu'en fait, de toute façon, on augmente la quantité de carbone totale. Et aujourd'hui, la question, ça n'est pas de savoir par point de PIB, on s'en fout. La question, c'est quelle est la quantité totale de carbone que l'on émet dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, nous ne savons pas faire. Nous ne savons pas diminuer la quantité de carbone que l'on met dans l'atmosphère en continuant le système de croissance tel qu'il est actuellement. C'est tout. En fait, on ne sait pas faire. Donc, si on ne sait pas faire, c'est que probablement, on ne peut pas faire. Et donc, si on ne peut pas faire, eh bien, il nous faut revenir, comme tu le dis, à la racine et se demander pourquoi on a organisé toute notre société sur un mot qui est le profit. C'est-à-dire, en fait, tout est organisé, tout est structuré pour que le profit, pour que, si on prend des termes économiques, on maximise le profit sous contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, toute activité économique n'a qu'un seul objectif, c'est l'augmentation du profit. Est-ce que c'est réellement ça qui fait société? Est-ce que c'est réellement ça que l'on veut? Et est-ce que cette dynamique-là ne nous conduit pas intrinsèquement, de manière complètement intriquée et sans que, naturellement, dans le mur? Moi, je vous dis qu'on ne peut pas continuer cette recherche de profit comme seul graal de notre société et imaginer que l'on se sorte des questions écologiques sereinement. Voilà. Juste une toute petite chose là-dessus, c'est que souvent, les gens qui défendent ça, c'est une question de virilité. Et en fait, c'est souvent des hommes. Alors là, les hommes. Blancs. Ouais. Allez-y. Allez-y, lâchez-vous. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait. Gilbert Collard, si tu es là, vas-y. C'est vraiment c'est vraiment ce truc-là de dire non, mais moi, je vais rater, je vais être moins fort que la nature, comme un truc en dehors de moi, qui est bucolique, qu'on romantise ou qu'on méprise. Moi, comment ça, homme tant merveilleux qui a fait des pyramides et inventé les mathématiques et le piano? Eh bien oui, en fait. Et malheureusement, c'est une question d'humilité, profondément. Hein. Et l'humilité, ça vient de humus qui vient aussi de la terre.
Donc c'est assez drôle de voir que l'argument qui est repris du capitalisme vert, c'est celui de dire écoutez, pas de souci, on va réussir grâce à la technologie à sauver le monde, on va inventer des manières magiques de capturer le carbone dans les sols, on va inventer un avion vert et tout ça, et on va pouvoir continuer le business as usual, mais simplement ça n'émettra plus de gaz à effet de serre. C'est, comme on le répète depuis le début, l'écologie, c'est pas ça, c'est notre manière d'habiter le monde et d'habiter ensemble. Ça demande donc une décroissance au sens dont on l'a expliqué, et ce n'est donc pas grâce à la technologie à tout prix qu'on va dans le temps qui nous est imparti avant de péter d'autres limites planétaires et de menacer de manière très sérieuse notre condition de vie sur Terre. Ce n'est pas grâce à la technologie que l'on va faire ça. Donc le capitalisme prône aussi cette innovation absolue, et c'est ça qui est caché derrière. Donc quand on questionne les gens qui défendent ce capitalisme vert, on revient encore une fois à la racine des choses et du coup au fait que toutes ces luttes sont extrêmement liées. Je rappelle qu'à l'issue du Covid, de la crise du confinement, on a mis plusieurs milliards sur un avion vert. Comme si on avait plein de milliards à dépenser, comme ça, voilà, hop, on se fait un petit avion vert. C'est pas comme ça qu'on s'en sortira, hein, clairement. Moi, j'ai envie de vous dire comment on fait maintenant. Concrètement, comment on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour la société, pour les présentiels? Comment on fait pour créer l'enthousiasme, pour faire lever les gens et quel modèle on pose sur la table pour essayer de trouver les solutions? Parce qu'on peut dire le capitalisme, c'est pas bien, ça nous envoie dans le mur, ça j'en suis persuadée. Mais comment on fait pour le renverser? Parce que les révolutions, c'est pas non plus forcément si pacifique qu'on imagine et pas si constructif toujours qu'on imagine. Donc comment on fait pour s'en sortir là, d'après vous? Qu'est-ce que vous proposeriez? En fait qu'on s'asseye et qu'on discute en fait. Mais en fait le truc c'est que il faudrait qu'on discute tous et toutes, c'est-à-dire que on dit souvent en fait il y a une minorité qui a des privilèges énormes et qui ne veut pas les lâcher. En fait ces personnes-là il va falloir qu'on s'asseye et qu'on les confronte en fait. Au bout d'un moment dire bon écoute mon gars il va falloir partager parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc pour moi c'est pas l'idée de dire on va tout changer et j'ai la solution dans ma tête, j'ai une société toute construite, etc. Je peux pas penser à tout. Je pense que personne ne peut penser à tout de toute façon. Et ce qu'on dit souvent, c'est Cité des Chances, c'est qu'on est les propres experts et experts de notre propre vie. Donc, on a besoin d'absolument tout le monde pour pouvoir penser cette société de demain. On a beaucoup parlé de monde d'après, qui n'est jamais arrivé finalement. Mais ouais, il ressemble beaucoup à celui d'avant quand même. Ouais, il ressemble beaucoup. Même le pire de ce qu'on avait avant, des fois. Et ça fait un peu peur. Alors moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que les gens qui ont les privilèges le disent. Oui. Et ça, je pense que ça fait partie de la solution, en fait. Hein. Alors, on voit bien que c'est pas simple, parce qu'ils résistent. On sent que l'os à ronger, là, il est difficile. Il résiste beaucoup, mais je pense qu'on ne peut pas s'en sortir si, à un moment donné, on ne pose pas sur la table la question des privilèges et de la responsabilité auquel ça renvoie et comment on fait en sorte que ces privilèges ne soient pas accaparés par une petite partie de la population, mais qu'on soit dans une... Juste, il y a quelqu'un qui est très, très énervé, qui arrête pas de dire « Vous avez des privilèges ?» Oui, on le sait. Vraiment, aucun souci. On a des privilèges, comme j'imagine toi aussi qui est en train de parler. C'est vrai, merci de le rappeler. Mais du coup, ce qu'on montre, c'est qu'il y a aussi d'autres gens qui ont beaucoup plus et qui aujourd'hui ont le pouvoir. Donc nous, on a envie d'essayer de les confronter eux. Ça ne veut pas dire que nous, dans notre quotidien, on n'essaye pas justement d'en avoir conscience et d'avoir la responsabilité qui en découle. Moi, c'est pour ça que je suis boursière, pas du tout d'un endroit où des parents intellectuels, mais j'ai eu accès justement grâce à des bourses, etc., à une éducation extrêmement privilégiée à Paris, dans des grandes écoles. Et du coup, c'est aussi pour ça, parce que j'ai eu accès très tôt à cette conscience aussi écologique et environnementale, que je me dis qu'il faut que je la transmettre au maximum et donc on fasse de ces privilèges une responsabilité. Quelque chose que je voulais juste rajouter très rapidement là-dessus, c'est comme tu dis, pour moi, la réponse de qu'est-ce qu'on fait, c'est la démocratie. Et c'est la vraie démocratie. Il y a un exemple très concret, c'est la Convention citoyenne pour le climat, qui a été non pas la solution miracle à tout, mais un exemple merveilleux de comment est-ce qu'on met 150 personnes, des climato-sceptiques, des jeunes, des retraités, des cadres, vraiment, voilà, il y avait de tout.
et qui, pendant 6 week-ends, se posent des questions ensemble, auditionnent des gens et de manière contrôlée, c'est-à-dire qu'il y allait avoir le PDG d'un grand groupe de l'agroalimentaire et en même temps un agriculteur, une agricultrice, qui allait raconter son quotidien. Et ensuite, on décide ensemble de mesures très concrètes qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui pour que la France réduise ses émissions de gaz à effet de serre, tienne ses engagements au niveau européen, dans une logique de justice sociale. Il y avait des solutions, il y en a 150 qui sont sorties, 149 qui ont été retenues. Le but, c'est pas qu'on fasse la liste aujourd'hui, elles existent encore, allez les voir. C'est ça qu'on propose, c'est-à-dire que nous, notre avis, moi, de petite camitienne, ce que je pense qu'on devrait faire, évidemment, j'ai un avis, mais je pense que c'est pas extrêmement pertinent. Par contre, ce que 150 citoyens et citoyennes se sont posés dans un cadre très précis, démocratique, là, ça a du poids. Et ce qui est grave et triste, profondément triste, c'est qu'on a balayé ça d'un revers de main. Ça, c'est hyper important, la question de la réforme de la démocratie et de savoir quel rôle on donne aux citoyens et citoyennes en dehors de la démocratie représentative, non pas pour la concurrencer, mais pour la compléter, pour aussi faire une sorte de contre-pouvoir à la démocratie représentative, parce que quand ils sont trop pris dans des logiques, ou quand elles sont trop prises dans des logiques de parti ou dans des logiques de fidélité de territoire, par exemple, ou de choses comme ça, et finalement, les citoyens peuvent nous permettre de revenir à l'intérêt général au temps long. Et en France, on n'a pas d'instance de cette nature-là. Après, rien que sur la démocratie représentative, en fait, elle n'est pas si représentative que ça. Oui, merci l'Assemblée nationale, on voit bien qu'il y a un problème. Où sont les minorités, où sont les femmes? En tout cas, il y en a, mais pas assez. Enfin, il y a clairement un problème de représentation. Donc oui, tout à l'heure, on parlait de contre-pouvoir. Le fait de faire des conventions, de mettre une assemblée citoyenne, etc., ce serait un moyen de faire un contre-pouvoir, du coup, à ces élus, en fait, finalement, qui, justement, sont parfois trop pris dans des logiques, dans leur réélection, dans ceci, cela. Et ça peut nuire au débat. Et il faut quelqu'un pour les concurrencer et les ramener à « écoutez, il y a des gens qui vivent des choses tous les jours. Donc, depuis vos petits palais dorés, il va falloir écouter et il va falloir aller dans le bon sens, s'il vous plaît. » Bon, il y a Petit Kiki. Petit Kiki, à chaque fois, vous êtes là. Et je vous admire vraiment d'être là. Mais peut-être changez juste votre pseudo. Enfin, voilà, après, ceci ne me regarde pas. Donc, alors, y a-t-il des exemples significatifs et concluants de démocratie participative? J'ai envie de dire le Chili avec la constituante là, qu'ils sont en train de faire. La Convention citoyenne, t'en as cité. Et puis, il y en a quand même beaucoup d'autres, en fait, des initiatives locales partout où les citoyens et citoyennes se mobilisent. Peut-être vous en avez d'autres en tête, des exemples dans des pays au niveau local, il y a plein de choses qui se font qui sont merveilleuses, des budgets participatifs, des moyens de décider de comment est-ce qu'on va mettre l'argent d'une commune, d'une ville au service de projets qui vont réellement bénéficier les citoyens et les citoyennes de cette ville. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Ouais, même des consultations, y compris en ligne, etc. Où, par exemple, nous, on a eu FOSS 2030, une manière de se projeter, c'était en 2020, donc dans 10 ans, de qu'est-ce qu'on veut pour notre ville de demain. Et ça, c'est des initiatives qui fonctionnent aujourd'hui, qui ont des défauts parfois parce qu'elles n'atteignent pas forcément l'ensemble d'une population. Mais en tout cas, on essaye. Après, il y a aussi une question qu'on combat chez Cité des Chances, d'autocensure aussi, de personnes qui sont au courant qu'il y a ces initiatives-là, mais qui ne s'en saisissent pas. Et là, c'est tout un travail, en fait, d'empuissancement. J'ai vu qu'on traduisait comme ça empowerment maintenant. Okay. D'empuissancement pour que les personnes s'en saisissent et se sentent légitimes et capables à donner leur avis et à participer au processus démocratique qui sont mis en place. Alors, il y a plusieurs questions très intéressantes. Alors, il y a le RIC, on va y revenir. Il y a sur la science. Alors, moi, j'aime beaucoup cette question sur la science. C'est-à-dire la science... Qu'est-ce qu'on doit prendre de la science et moi, j'aime beaucoup l'idée selon laquelle à la fois on apprend de la science, mais que les technologies issues de ces sciences sont toujours des choix politiques et des choix sociaux. On va y revenir. Et puis, il y avait une question pour moi. J'ai vu Madame Rousseau. Pouvez-vous, SVP, nous expliquer pourquoi la lutte contre la pub n'est pas mise en avant chez les Verts? Mais vous détrompez-vous, cher ami. Dans toutes les villes écologistes, c'est une des premières actions qui est mise en place en général, c'est de supprimer la publicité, de revoir les marchés publics sur les abribus, etc., là, pour faire en sorte que le citoyen et la citoyenne ne soient pas en permanence confrontés à de la publicité. Donc ça, je vous trouve un tout petit peu injuste et dur.
Sur la science. On peut peut-être en parler de cette science parce que sur la science, on nous renvoie d'être irrationnel. Alors moi, on m'a renvoyé le fait d'être aussi, irrationnel totalement. Aussi, alors que je pense qu'au contraire, nos discours sont très appuyés sur la science pour le coup. Mais justement, quelle est la place de la science ? Et à l'inverse, ce qui est drôle là-dessus, c'est que bon, déjà on est des femmes, breaking news, mais du coup il y a ce truc où on nous a, enfin je dis nous, en tout cas j'ai vu pour toi, je pense que tu dois avoir le même constat, tu me diras. En tout cas, on a ce truc-là de vous êtes émotionnel. Moi, le nombre de fois où on mettait un espèce de climato-sceptique à côté de moi qui l'assumait à moitié et on me disait non mais alors le journaliste vraiment ouvertement sur une grande chaîne d'infos me disait non mais écoutez lui voilà il est prof de maths donc vraiment les sciences il connaît et puis vous par contre mais vous êtes quand même émotionnel voilà on voit que ça vous touche. Je l'ai eu plein de fois mais aussi. En fait mais heureusement c'est vous qui avez un problème de ne pas être touché par ce sujet-là. On parle de l'avenir de l'humanité, pardon d'être un peu concerné, enfin je veux dire c'est quand même grave qu'on ait à ce point désensibilisé toute la vie politique. On parle des gens donc on ne peut pas faire de politique sans passion. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire ça. Donc c'est pour ça que pour moi, je ferai attention à un gouvernement des experts. C'est pas ce que je souhaite. En fait, il n'y a pas il n'y a pas une vérité des gens qui vont comme ça d'un coup dire on va pouvoir faire telle bonne démocratie. Et le seul problème aussi de ça, enfin un des problèmes de ça, c'est que on entend souvent par science uniquement les sciences dures et on met totalement de côté les sciences sociales. Et les sciences sociales, je viens des sciences sociales, donc voilà, ça me tient vraiment à cœur. Toi aussi, on a la team sciences sociales. Totalement. Ça c'est très important parce que quand on prend par exemple, vous voyez quand on prend cette question des actions individuelles vs actions collectives, quand on prend la fameuse enquête qui était très intéressante de Carbone 4 qui dit si tous les Français et les Françaises étaient parfaitement écolos, on redirait que de 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais en fait, là-dedans, on ne prend pas en compte les structures invisibles de la société. Le fait que le boycott est un acte finalement collectif. Et du coup, pour moi, il y a beaucoup moins de scission que ce que l'on peut imaginer. C'est-à-dire que si collectivement, tous, demain, on venait grosse action, plus personne n'achète de la viande pendant une semaine, bon, c'est pas la meilleure idée d'action, mais imaginez. Et bien là, demain, en vrai, c'est le graphique de l'offre et de la demande. Donc moi, je passe tout mon temps à essayer de parler d'actions plutôt collectives, ne vous trompez pas, mais tout simplement pour dire que comprendre et dans nos réflexions intégrer les sciences sociales, c'est comment est-ce qu'on habite le monde, comment est-ce qu'on fait politique, comment est-ce qu'on fait société, c'est extrêmement important. Ce qui peut aussi, on peut avoir des réflexions sur est-ce que la professionnalisation de la vie politique est une bonne chose ou pas. Il y a des arguments très intéressants contre, des arguments très intéressants pour. Enfin, pour moi, encore une fois, cette science, il faut faire attention avec ce qu'on met derrière et en même temps rappeler qu'il y a des consensus. Par exemple, le GIEC, pour moi, est un bon exemple de... c'est pas un type comme ça qui s'est dit tiens, voilà, j'ai une idée, mais c'est on prend toute la littérature scientifique qui est sortie ces dernières années, une grande partie de cette littérature scientifique du moins. Il y a plein de gens, des scientifiques indépendants qui ne sont pas payés pour faire ce travail-là, qui vont relire chaque partie, voter ensemble chaque mot qui est utilisé. Bon voilà, là c'est un document scientifique sur lequel on peut s'appuyer, où on sait qu'il va traduire une forme de vérité. Et donc à partir de ce moment-là, on peut prendre des décisions politiques qui vont être orientées sur ce genre de choses. Lorraine, tu veux compléter sur la science ou... franchement, j'ai vraiment rien à ajouter. Je voulais justement parler cette fait communion. Cette communion est trop belle. On parle pas assez des sciences humaines et sociales, mais ouais, non, franchement, j'ai vraiment rien à ajouter. D'accord, parfait. Alors, il y avait plein de questions, mais alors, là, du coup, je les ai un peu perdues. Qu'est-ce qu'on avait comme question tout à l'heure ? Je trouve votre jugement superficiel, construire la stabilité, tout ça. C'est l'amour. Les feux de l'amour. Non, je dis que de l'amour. Que de l'amour, oui, on a que de l'amour. Mais c'est ça, l'écologie, c'est que de l'amour. Moi, il y a quand même un petit sujet qui me pose question, c'est comment on s'affronte et comment on gagne du poids par rapport au lobby, par rapport aux institutions qui sont... structurées autour d'une manière de faire, d'une manière de fonctionner, et comment on les fait changer, comment on les amène à nous, ou comment finalement on les affronte, quoi. Parce que faut pas non plus s'imaginer que ça va être un parcours semé de fleurs sous nos pieds et que tout le monde va être tout à fait ravi de la transformation. Donc comment concrètement, d'après vous, on peut aller chercher ces blocages là dans la société et comment tranquilliser ça, quoi. En fait, par l'action collective, en fait. Pour moi, notre force face à des lobbies ou face à des intérêts privés, c'est notre nombre, en fait. On est extrêmement nombreux, on est loin d'être une minorité et en se mettant ensemble
pour demander des comptes, pour demander de changer leur mode de fonctionnement et que, non, en fait, au bout d'un moment, ce que vous défendez, c'est juste pas possible avec ce qui est bon pour l'ensemble de la société. Donc, pour moi, c'est vraiment la seule réponse face au lobby, c'est l'action collective. Parce que je pense pas que demain... une seule personne qui va être élue va tout changer. Non, si demain, même si le candidat ou la candidate qu'on défend est élu, il ne faut pas oublier qu'on a toujours notre pouvoir de citoyen et que oui, on peut aussi aller demander des comptes au lobby à ce titre-là. Moi, je sens en plus chez les jeunes là, vraiment un climat... de contestation, mais presque insurrectionnelle. C'est-à-dire que là, moi, les jeunes que j'ai croisés m'ont dit, bon là, notamment pour la primaire, on tente avec vous, mais là, si ça réussit pas, on est au taquet, on est prêt, on écoute, parce qu'on en a marre que vous nous preniez pour quantité négligeable. Camille, là-dessus, sur les lobbies. Ouais. Sur les lobbies... En fait, les lobbies, déjà, c'est quelque chose qui est assez romantisé, dans le sens où on a l'impression que c'est des sortes de gens qui vont dans une salle obscure décider des choses. En fait, c'est absolument légal, c'est-à-dire que quand on est élu, on ne peut pas avoir un avis sur absolument tout ce qui se passe dans le monde, partout, tout le temps. Et donc, on va prendre des décisions avec des personnes dont c'est le métier, des personnes qui vont travailler, je sais pas, sur l'agriculture, on va demander à des agriculteurs. Qui est-ce qu'on a envie de voir quand on va voir un agriculteur ? On se dit, je vais aller voir les syndicats d'agriculteurs. Ah, tiens, celui qui se présente comme le plus gros. Et en fait, en réalité... Pardon, juste là, parce que vous voyez Camille Etienne en double. Alors, vous n'avez pas trop bu en écoutant ce Twitch. Oui, c'est assez drôle. Juste l'autre Camille Etienne est face à un autre lobby qui est le MEDEF. Oui, et on a voulu vous montrer cette vidéo parce que pour montrer à quel point on délégitime aussi la parole des activistes, des femmes jeunes, etc. Et donc là, tu nous en parleras peut-être un tout petit peu après. Vas-y, finis sur ton syndicat agricole anonyme qu'on ne citera pas. C'était très bien cité, c'était l'ADR au MEDEF, c'était assez drôle. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que on va du coup aller regarder uniquement, pour une grande partie de cette classe dirigeante, la FNSEA, donc, qui va en réalité représenter les intérêts d'une agriculture intensive et pas du tout, en fait, plein d'agriculteurs qui vont même pas avoir accès à ce genre de lobby. Et donc, c'est très important de se dire que il faut que... Et ces gens-là ont beaucoup d'argent, en fait. Les argents, c'est donc du temps. Ils peuvent payer des gens pour aller passer du temps à l'Assemblée nationale, passer du temps dans les institutions européennes, surtout, ils sont très présents. Et du coup, pousser pour des décisions. Moi, je travaille plus au niveau européen et je vois bien au Parlement à quel point nous, on est tout petits, quoi. Mais on est le nombre. Et donc, en fait, comme tu disais très bien, on est le nombre. On a cette légitimité aussi de ne pas être payé pour ça, de ne pas avoir d'autres intérêts que l'intérêt commun, finalement. Et ça, c'est assez fort. Et c'est vrai que face au MEDEF, je dirais qu'est-ce qui a marché face au MEDEF, c'était, encore une fois, c'était le fait de ne pas faire de compromis. Voilà, je n'aime pas faire de compromis, je fais jamais de compromis. Donc, j'ai dit ce que je pensais sur le moment, et comme je fais tout le temps, et ça les a absolument bouleversés. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'après, j'ai eu des gens, ce qu'on voit pas dans les vidéos, c'est qu'après, je me suis fait huer, donc, parce que je parlais de peut-être travailler moins, ça a un peu choqué. Mais j'ai eu vraiment des gens de Total, sans blague, des cadres de Total qui sont venus me voir en disant, mais alors, tu sais, on a vachement parlé, qui voulaient à tout prix tous me rencontrer, des boîtes qui m'expliquaient pour me dire à quel point ils étaient géniaux, ou d'autres qui, au contraire, me disaient, voilà, est-ce que tu peux défoncer ma stratégie environnementale pour me dire ce qui va pas ? Et donc, en fait, ça mettre des coups de pied dans la fourmilière, des fois, ça permet aussi de faire émerger des questions c'est la fenêtre d'Oberton. C'est ce qu'utilise malheureusement très bien l'extrême droite, c'est-à-dire, on va parler de dingueries absolues pour rendre quelque part acceptable une dystopie moins pire. Vous voyez ? Et en fait, ça reste quand même horrible. Quand on y réfléchit 2 secondes, c'est horrible les paroles qui peuvent être prononcées. Mais c'est moins pire que d'autres qui sont encore plus horribles. Et en fait, donc, c'est utiliser ça. Non, justement, nous, c'est dans l'autre sens. Donc, c'est une fenêtre d'Oberton. Voilà, c'est une fenêtre d'Oberton de l'autre côté qui peut permettre de faire ça. Et comment est-ce qu'on... Aussi, pour moi, c'est en s'unissant. C'est-à-dire en se disant que... on soit capable de mettre de côté nos logiques partisanes à chacun, nos intérêts à chacun, pour se dire, là, aujourd'hui, face à tel lobby, on va travailler avec les pêcheurs, pendant que nous, on travaillait sur
sur les questions des ailerons de requin, on va travailler aussi avec les pêcheurs, aussi avec elles, parce que sur ce sujet-là, on va tous être d'accord et donc on sera beaucoup plus légitime. Non, mais il y a en fait plusieurs choses. Il y a la définition des objectifs, la définition des positions, la manière dont on fait, etc. Moi, si j'ai un petit message à passer aux personnes qui nous écoutent, c'est ne transigez jamais sur la radicalité, parce que en fait, on n'a pas nous à transiger. Parce qu'à partir du moment où on commence à transiger sur les valeurs que l'on porte, les objectifs que l'on souhaite atteindre, à partir du moment où vous-même, au moment où vous prenez la parole, vous commencez à transiger, vous êtes sûr qu'à la fin de la conversation, vous allez arriver plus loin encore que ce que vous aviez posé. Et donc, la radicalité, oui, ça étonne, oui, ça énerve, oui, ça agace, mais ça pose aussi les choses. Et je crois que là, on le voit avec toutes les personnes qui sont autour de la table, mais bien au-delà, à chaque fois qu'on pose des mots nouveaux, des concepts nouveaux, à chaque fois qu'on ne transige pas, qu'on ne fait pas de compromis, finalement, on sème des graines qui poussent un tout petit peu plus tard. Et vraiment, là-dessus, moi, je suis décidée, et je sens que ça va faire pâlir quelques-uns, mais je suis décidée à ne plus tempérer mon discours. Voilà, bon, bien. Alors, pas de changement sans radicalité, on est d'accord là-dessus. Comme on arrive à la fin de cette émission, parce qu'il est 58, peut-être qu'on peut terminer par quelque chose d'un peu enthousiasmant quand même, parce que là, on a un peu plombé l'ambiance sur une partie de l'émission. Oui, il y a deux questions intéressantes. Oui, il y a plein de questions intéressantes. Il y avait juste sur comment faire gagner quelque chose de plus politique, parce que vous êtes sûrement des gens... Oui, parce qu'on doit terminer, t'as raison, on doit terminer sur les trucs rapidement. Non, mais sur... ça va pas faire plaisir à plein de vous qui regardez, mais sur comment est-ce qu'on fait gagner aussi la jeunesse. On a toute une partie de la jeunesse avec Jadot. Moi, je pense que c'est l'union, et en fait, pour moi, c'est-à-dire que on est plein de jeunes qui auraient été, qui se seraient engagés en politique dans des listes de manière partisane et tout, quand des gens disaient s'il y avait une union en fait, et si, c'est encore pas trop tard, mais c'est ce que tu dis, enfin il y a des gens qui disaient sur le chat, oui toi Sandrine, tu as fait un compromis sur ta radicalité en restant dans cette liste, au contraire je pense que c'est ce qu'on parlait de la fenêtre d'Oberton, tu vas permettre aussi de garder ta ligne et d'apporter cette ligne à la campagne. Moi j'espère aussi qu'on va éviter une catastrophe et encore 5 ans où on va devoir se battre, non pas pour quelque chose, mais contre des lois absurdes qui vont être mises en place constamment. Donc moi, je m'engagerai en politique, c'est des questions plus haut, parce que je parlais de contre-pouvoir, donc il y en a qui disaient, va dans le pouvoir, je voudrais bien m'inscrire sur une liste si un jour on se met tous ensemble, malgré nos différences, et c'est ce qu'on disait, c'est inclure la radicalité là où on peut, donc je vous invite vraiment à faire ça, voilà. Lorraine, là-dessus, sur comment faire en sorte que les jeunes s'engagent. En fait, en leur laissant la place. Je pense que c'est ça le truc. En fait, déjà d'une, leur laisser la place, mais aussi faire en sorte que ils et elles se sentent légitimes en fait à intégrer ces espaces-là, à prendre la parole, à défendre leur point de vue. Donc ça, c'est combattre l'autocensure, mais aussi laisser la place, parce que j'en connais plein qui ont essayé, etc., et qui, à force de se prendre d'être face à des portes fermées, en fait, vont juste abandonner et se dire voilà, je reste dans mon coin et j'ai essayé, mais c'est juste pas possible. En fait, c'est un système qui est beaucoup trop fort. Et malheureusement, en ce moment, je trouve que en fait, on fait pas assez confiance à la jeunesse, en fait. Moi, je sais que souvent, on me dit, ouais, mais t'es trop jeune pour parler de politique, etc. Tu sais pas de quoi tu parles. Tu verras, tu vas t'adoucir quand tu seras plus âgé. On me dit tout le temps ça. Sandrine, moi, je sais pas, je serais encore plus mais regarde, vénère, en fait, avec le temps. Amo Clofer, là, il dit Sandrine, elle n'élargit pas la fenêtre d'Overton, elle l'explose. Donc, en fait, je suis plus vieille que toi. En fait, voilà, quoi c'est possible d'être radical, en fait, même en étant plus âgé. Mais en tout cas, il faut vraiment leur faire la place. C'est juste il y a juste un gros problème de comment on les laisse prendre l'espace, en fait. Et ne pas parler à la place d'eux, c'est-à-dire qu'on essentialise beaucoup la jeunesse, comme si on la romantise, et à la fois, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent soit bravo, merci, mais hâte vraiment que ta génération soit au pouvoir, mais nous on ne peut pas attendre que nous soyons dans les instances de pouvoir, on a besoin, dans le temps qui est imparti, que les personnes qui sont en place aujourd'hui le fassent sérieusement, inclus, comme tu disais très bien, et comme tu fais avec ton projet, des paroles de jeunes directement dans la démocratie, dans les processus, et à l'inverse, des personnes qui vont nous prendre pour des jeunes qui donc n'y connaissent rien au monde, n'ayant pas l'expérience du temps, et donc incapables de décider quoi que ce soit pour nous. Simplement, factuellement, on risque d'habiter ce monde un peu plus longtemps que vous, je l'espère pour nous aussi, et donc ça veut dire que les décisions qui sont prises aujourd'hui, elles vont avoir un impact sur
ce que nous, on va vivre. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une place dans ces choix qui vont être pris là, parce qu'on va vivre avec les conséquences de vos actions. Bah, je vous propose qu'on s'arrête sur ces paroles qui sont dehors. Oui, mais moi, je rêve d'une assemblée nationale faite d'une équipe comme ça de warriors qui ne lâchent rien sur aucun des sujets. Je vous assure, ça nous changerait vraiment la vie. Ouais, ça nous changerait vraiment la vie, ça nous changerait vraiment la démocratie et ça nous donnerait un tout petit peu d'espoir parce que là, j'ai l'impression qu'on en a tous et toutes besoin beaucoup d'espoir. Merci énormément. Je crois qu'on en a. Les gens disaient, vous êtes heureux ou pas? Je pense qu'on transfère un peu aussi de la joie, tout ça, parce que juste finir là-dessus, pardon, mais entrer dans l'action, ça donne de la joie, que ce soit une action politique, que ce soit une action associative, que ce soit une action citoyenne, en fait, ça donne quelque part oui, et puis beaucoup construire un nouveau monde, c'est quand même un truc un peu enthousiasmant. Il n'y a pas beaucoup de générations qui ont ça à faire. Et en plus, on a carte blanche, on peut tout imaginer. C'est à nous, c'est entre nos mains que notre destin est. Donc, juste, soyons à la hauteur de cette responsabilité. Ne préférons pas notre SUV à tout notre avenir. Et faisons en sorte que ce moment-là de redéfinition de qui on est, pourquoi on est là, pourquoi on est ensemble et qu'est-ce qu'on a à faire ensemble, et bien, ce soit un moment de joie. On l'a vu avec les Gilets jaunes, quand même, qui se sont mis sur des ronds-points pour essayer de réinventer une démocratie. On parlait du RIC tout à l'heure. Et bien voilà, refaisons ça au niveau global, national. Et je suis sûre que de cela sortiront plein d'histoires absolument fantastiques. Une envie de refaire société et qu'on arrête avec les vieux moches qui nous parlent des étrangers non-stop. Merci beaucoup. Clairement. Bonne soirée.